Bonjour à tous, on va peut-être commencer tout de suite la présentation parce qu'on a beaucoup de questions. Donc, merci à tous pour votre présence à ce direct du droit dédié à l'intelligence artificielle et pour les nombreuses questions que vous avez posées via le formulaire d'inscription. Je suis Myriam Nicasse, responsable marketing et communication pour Inextinso, métier du droit et en particulier pour la marque Inextinso Avocat. Au niveau de la logistique, nos intervenants vont répondre à vos questions. À chaque question traitée, nous prendrons les questions éventuelles qui seront posées dans le chat. Donc, essayez de poser les questions dans le chat en fonction des sujets traités le mieux possible. Je vais commencer directement par vous présenter, en tout cas aux personnes qui ne connaissent pas le groupe Inextinso, notre activité. Inextinso est le leader de l'expertise comptable et du conseil en France aux TPE et PME. Qui dit leader, dit 130 000 clients, 6 200 collaborateurs, 250 agences réparties à travers la France pour un chiffre d'affaires d'1 demi-milliard d'euros, un peu plus même. Inextinso a une stratégie d'accompagnement à 360 degrés du chef d'entreprise. Donc évidemment sur son cœur de métier qui est l'expertise comptable, mais également depuis la création de l'entreprise avec Point C, en passant par la gestion de la paie, l'externalisation de la fonction finance, le conseil en fusion et acquisition avec Inextinso Finance, le conseil aux entreprises innovantes avec Inextinso Innovation Croissance, que Benoît Rivollet, présent avec nous aujourd'hui, vous détaillera un petit peu plus tard. Nous travaillons aussi avec les chefs d'entreprise qui sont les acteurs privés ou publics de l'hôtellerie et du tourisme. Inextinso, c'est aussi l'accompagnement du chef d'entreprise au niveau personnel avec Inextinso Patrimoine qui l'accompagne dans l'optimisation de sa stratégie patrimoniale. En 2015, Inextinso a souhaité renforcer ses équipes juridiques par la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires, Inextinso Avocat. Ce qui m'amène à vous présenter les services juridiques au sein d'Inextinso. Ce sont des équipes de 450 collaborateurs répartis sur tout le territoire national dans 80 agences, avec 9 cabinets d'avocats dirigés par 22 associés. Nous accompagnons nos clients dans tous les secteurs d'activité et de toute taille, des PME, TPE, des collectivités locales, en droit public notamment, des professions libérales, des dirigeants et bien sûr des particuliers. Nos expertises en droit, notre cœur de métier, c'est évidemment le droit des sociétés, le droit des affaires, avec la fiscalité, le droit du travail et la protection sociale, mais nous intervenons également en propriété intellectuelle et RGPD, en tourisme, hôtellerie et restauration, au niveau des entreprises en difficulté, en famille, patrimoine, immobilier, construction, en sport international, etc. Du fait des services juridiques composés à la fois de juristes et d'avocats, nous intervenons auprès de nos clients en conseil et contentieux. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants. Peut-être d'abord Tiffany, qui va rapidement se présenter, ensuite Benoît, qui va se présenter avec Innovation Croissance. Vas-y Tiffany, c'est à toi. Bonjour, donc je suis Tiffany Dumas, je suis avocat dans le cabinet de Toulon et je suis spécialisée en droit de la protection des données personnelles et j'interviens dans le secteur principalement de la propriété intellectuelle mais attachée aux problématiques informatiques. Donc j'interviens autant pour des structures publiques comme privées. Dans le public, ça va surtout ou semi-privé. Ou public. Je vais surtout intervenir dans le secteur médical sur des problématiques d'intelligence artificielle, notamment d'analyse d'impact, ou bien j'accompagne des porteurs de projets ou des startups ou des projets innovants dans l'informatique ou l'intelligence artificielle pour les accompagner dans la mise en œuvre et la conformité juridique de leurs projets. Benoît. Oui, donc Benoît Rivollet. Je suis ingénieur de formation et directeur des activités innovation et technologie au sein de la filiale Inextinso Innovation Croissance. Je travaille pour un certain nombre de nos clients, en particulier plutôt la cible start-up, PME et les organismes de recherche. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a
au sein d'Inextinso Innovation Croissance, une couverture assez large des différentes typologies de clients, mais sur 3 métiers principaux. Un qui est en lien vraiment sur l'innovation, la mise en œuvre de cette innovation, les technologies, le rôle des technologies dans les organisations, l'entrepreneuriat aussi innovant qui exploite des technologies issues de laboratoires de recherche, par exemple. Donc là, on couvre évidemment dans ces sujets-là l'intelligence artificielle. On a un deuxième pôle d'activité qui permet de mettre en œuvre ces innovations à travers les financements, qui s'appuie sur des financements publics, mais aussi des financements privés. Et le troisième pôle qui finalement arrive en complémentarité avec les deux précédents, qui est la dimension développement durable, qui est un peu j'allais dire, une ligne directrice qui est maintenant quasiment obligatoire dans tous nos projets d'innovation et que l'on intègre à travers la mesure des impacts, à travers le pilotage de la RSE dans les entreprises et aussi la transformation, par exemple, en entreprise à mission, qui peut être aussi des sujets pour nos clients. Voilà, peut-être en quelques mots. Parfait. On va commencer avec l'ensemble des questions qu'on a structurées par thématique. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Première question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et comment l'utiliser? Alors, Donc, peut-être pour donner une première entrée en matière, je pense que c'est important de repartir sur quelques basiques de compréhension parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans la presse et finalement, ça regroupe plusieurs choses et il y a eu tout un historique aussi. Donc, je vais donner quelques éléments sans rentrer dans le détail, mais l'intelligence artificielle, ça fait déjà un moment que ça existe. L'idée, c'est de répliquer une intelligence à travers des outils numériques. On avait historiquement mis en place, quand on a des règles qui sont simples, une capacité de traitement par l'informatique pour arriver à des conclusions sur des problèmes simples. Je vais dire que c'est un peu le b a ba. Et ce qui a été pendant longtemps la question de l'informatique. Aujourd'hui, on a fortement évolué sur ces questions-là avec des questions d'apprentissage et de compréhension des systèmes et des problèmes par les outils. Euh, Tout ça, c'est grâce à des questions de statistiques, d'analyse de données, et je pense que c'est là où on reviendra plus dans le détail sur ces questions de données. En fait, les ordinateurs, à travers l'intelligence artificielle, sont dans une configuration où ils vont pouvoir créer des liens entre des informations qui leur sont données et à partir de ces liens qu'ils ont créés, qu'on a accompagnés ou finalement qu'ils arrivent à se créer par eux-mêmes sans qu'on les accompagne, hein, ce qui est l'évolution aussi en cours sur ces sujets. Donc, on parle d'apprentissage supervisé ou d'apprentissage non supervisé. Donc, on vient les aider à apprendre des connexions entre des objets. Et puis, tout ça, ça a amené à aller encore un cran plus loin et à aller dans ce qu'on appelle le deep learning, où on applique finalement la modèle du cerveau humain sur la connexion neuronale qui permet de recréer des modèles finalement sur lesquels on n'a pas a priori, le schéma n'était pas simple et à travers des bases de données très importantes, on arrive à recréer des schémas, enfin en tout cas l'intelligence artificielle arrive à recréer des schémas sur des bases de probabilité et sur des bases d'entraînement. Euh, et le dernier point peut-être pour finir sur cette introduction sur l'intelligence artificielle, c'est que on parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle générative. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT, mais il y a beaucoup d'autres outils et on reviendra un petit peu sur ces éléments-là par la suite. Euh, L'intelligence artificielle générative a connu une accélération au début de fin 2022, début 2023, grâce à une évolution technique quelques années précédentes qui a permis finalement de créer des apprentissages
et des connexions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fiables que ça ne pouvait l'être par le passé. Et c'est ce que vous pouvez voir les résultats à travers l'utilisation de ces outils, et qui peuvent être assez bluffants et qui sont le résultat d'un saut technologique sur des questions d'apprentissage qui a permis d'atteindre ce niveau de fiabilité, malgré malgré tous les problèmes encore qu'il peut y avoir. On voit une progression très rapide. Ok. Deuxième question. Quels sont justement les logiciels d'intelligence artificielle disponibles? Comment peuvent-ils être un support dans une activité de R&D? Alors, sur la disponibilité de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a une foison de propositions qui existent sur le marché. Je reviens en fait du mois de janvier du CES de Las Vegas, qui est la grande messe mondiale en fait de l'innovation et de la nouvelle technologie, où vraiment l'intelligence artificielle était le maître mot de ce salon, et on a une présentation vraiment dans tous les domaines, que ça soit du machine learning ou de l'intelligence prédictive. Vraiment, on voit en fait qu'une possibilité de cette technologie est applicable vraiment dans tous les domaines, que ce soit des domaines les plus quotidiens qui pourraient faire peur peut-être à l'opinion publique, de la disparition en fait de tâches chronophages, à véritablement un accompagnement dans la recherche et le développement pour aider dans la prise de décision, comme on peut le retrouver dans le secteur médical. Peut-être en complément sur cette question de la recherche et développement, nous on travaille avec beaucoup de laboratoires de recherche, et je dirais qu'il y a deux sujets. Il y a les laboratoires de recherche qui travaillent sur la question du deep learning, du machine learning, donc là qui font progresser les modèles. Et puis il y a l'ensemble de la communauté de la recherche. Je pense qu'il n'y a pas un seul domaine où la question d'utilisation de cette intelligence artificielle n'est pas prise en compte pour améliorer les processus de recherche. Donc on a aussi bien moi je travaille sur des sujets de matériaux pour aller chercher, inventer des nouveaux matériaux, sur des questions d'analyse de l'âme quand on fait des analyses biologiques, où on va automatiser un certain nombre de tâches grâce à l'intelligence artificielle et aller identifier des choses que l'humain ne peut pas voir. Donc ça, c'est aussi un autre aspect de l'intelligence artificielle sur lequel on reviendra par la suite. Mais en tout cas, dans recherche et développement, il y a, je pense, 100% des laboratoires qui se questionnent et regardent comment exploiter au mieux ces intelligences pour être plus performants. Et on n'a pas de questions, donc on avance. Donc, deuxième partie, l'intelligence artificielle et les données personnelles. Ça, c'était une partie importante. On a eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc, comment les données sont-elles collectées? Je pense que ça va être Tiffany. Alors, sur la collecte des données, en fait, déjà, faut se poser la question, c'est de quelles données parle-t-on? Il y a une foison de données, et à partir de cette foison de données, il y a des différentes réglementations qui vont venir s'appliquer. S'agissant des données à caractère personnel, là aussi, la collecte va différencier en fait de la finalité, de ce pourquoi on va les utiliser ensuite. Donc, il y a certaines données qui vont être soumises en fait au consentement, donc sur lequel on va associer directement les personnes pour leur demander leur participation à l'intelligence artificielle, ce qui peut être le cas notamment si l'utilisation plus tard de l'intelligence artificielle a un but plus commercial. Donc là, systématiquement, on va demander à associer les personnes aussi dans un certain cadre. Dans certains cas de figure, la recherche et développement, on va forcer en fait on va obliger, c'est vraiment une obligation légale de demander aux personnes si elles souhaitent partager leurs données personnelles dans le but de monter un algorithme ou d'alimenter une intelligence artificielle. Après, il existe d'autres situations où on considère que le consentement n'est pas
Tout à fait. C'est plutôt dans des cas d'usage, en fait. On va considérer que le consentement n'est pas tout à fait, n'est pas demandé de manière expresse, détaillée et séparée, parce qu'on considère que dans un but plus large, on a obtenu l'accord de la personne. C'est notamment dans des cas où on va utiliser l'intelligence artificielle comme un outil de décision dans un processus médical, par exemple. Mais à la différence, c'est qu'on ne va pas collecter et utiliser des données qui sont personnelles, mais des données qui ont été anonymisées, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas remonter vers la personne et on va plutôt s'intéresser à un résultat mathématique pour faire l'analyse que sur la donnée en elle-même brute collectée. Donc, il y a un traitement intermédiaire. Donc, pour toutes les autres données qui ne rentrent pas en fait dans ce périmètre de protection de protection des données à caractère personnel, le principe c'est qu'on peut les utiliser. Mais après, il y a d'autres paramètres qu'on va développer ensuite. C'est comment on va les collecter? Est-ce qu'on peut les collecter librement sur Internet? Il n'y aurait pas d'autres protections telles que les secrets des affaires, des droits de propriété intellectuelle, tels le droit des marques ou le droit d'auteur qui interviendraient. En fait, si on veut collecter des données pour l'usage d'une intelligence artificielle de manière conforme à la réglementation, il faut donc au préalable toujours se poser la question, la manière dont je vais collecter, même si ce n'est pas une donnée à caractère personnel, est-ce que j'ai le droit de la collecter sans demander l'accord de la personne qui est susceptible d'avoir des droits sur cette donnée? Très bien. Prochaine question. Comment assurer la protection de nos données personnelles? Que dit le RGPD en la matière? Les CGU de ChatGPT en version payante ou version ChatGPT+, garantissent-elles la protection des données transmises à l'outil? Et enfin, comment préparer une PME à l'AI? Alors, au-delà de ce que je viens de vous exposer sur la collecte de données personnelles dans le cadre d'une IA, en fait, celui qui veut développer une intelligence artificielle avec l'utilisation de données personnelles, selon le RGPD, doit réaliser en fait tout un processus préalable avant même de débuter la collecte et même de mettre en place le projet d'intelligence artificielle, qui est notamment la réalisation d'une analyse d'impact sur la protection des données personnelles et qui consiste à analyser le risque et à confronter les processus et les mesures qu'on a mis en place, donc la manière dont va plus simplement opérer l'intelligence artificielle avec la collecte des données qu'elle va utiliser, pour vérifier si celle-ci, si en fait l'équilibre entre l'intrusivité dans la vie personnelle et l'usage des données personnelles est proportionnel à la finalité de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire au but et à l'objectif qu'on va essayer de rechercher en utilisant cette intelligence artificielle. Ce même mécanisme existe et est prévu en fait dans ce que c'est dans l'IA Act, qui lui ne va pas prendre le point de vue uniquement de la protection des données personnelles, mais va plutôt prendre le point de vue éthique. On a vu que chacune des sociétés, donc de nos sociétés européennes, asiatiques, russes, américaines ont des points de vue différents, et l'IA Act est le positionnement européen sur cette du point de vue sur l'intelligence artificielle, et en conséquence pour assurer pour préparer une PME à l'IA Act, la première question, c'est de savoir l'intelligence artificielle que va développer cette PME, où est-ce qu'elle souhaite, dans quel marché souhaite-t-elle le rendre opérationnel. Enfin, sur la question de ChatGPT, en version payante, alors, en version payante, la protection, en fait, elle n'est pas du tout garantie sur la protection des données personnelles, ne serait-ce que du fait que ChatGPT va alimenter et va peut-être limiter certaines transmissions d'informations, mais est alimenté et conservé sur un serveur américain. Donc, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je n'ai pas de problème avec les États-Unis, au contraire, mais la réglementation actuelle aux États-Unis ne garantit pas une protection absolue, une confidentialité absolue des données personnelles, et ni un véritable contrôle des données personnelles. Donc, même si aujourd'hui il y a
excusez-moi, le mot me vient en anglais, mais un accord en fait international entre la Commission européenne et les États-Unis pour un transfert des données à caractère personnel. Par principe, en fait, il y a d'autres mesures à mettre en place pour que en fait, cette protection soit effective. Et les CGU de ChatGPT, même dans la version payante, ne garantissent pas toutes ces mesures complémentaires à mettre en place pour une protection des données efficace, conforme réellement aux droits européens. Et peut-être pour compléter, juste pour suite à des échanges avec les OpenAI qui est à l'origine de ChatGPT, il n'est pas prévu d'avoir des serveurs en Europe dans les mois qui viennent. Donc cette contrainte des serveurs américains va rester encore au moins pendant quelques mois. J'ajouterai juste un point aussi sur la question de ces modèles qui exploitent des données externes et qui sont en tout cas sur des serveurs externes. Il faut le contrebalancer aussi avec des modèles que l'on pourrait avoir en interne qui tournent sur des serveurs, sur ses propres serveurs et qui s'auto-alimentent avec nos propres données, ce qui est aussi possible, mais qui évidemment sort du cadre de toutes ces contraintes d'utilisation de ChatGPT. Oui, pour enchérir, Benoît, c'est surtout en fait ces serveurs ces technologies-là qui s'alimentent de leurs propres serveurs. C'est surtout ce qu'on va retrouver en fait dans le domaine médical, qui fait qu'au final, ou dans le domaine socio-médical, où au final ces intelligences artificielles, quand bien même c'en est une dans le terme populaire, elles fonctionnent en vase clos et en vase complètement clos, qui permet en fait qu'il n'y a pas d'autre utilisation que celui notamment d'avoir des informations sur le soin ou de pouvoir faciliter l'accompagnement d'une personne dans un cadre, ou d'un patient plutôt, dans ce cadre médical ou socio-médical. Et, on a une question concernant ChatGPT. Une version entreprise serait prévue qui permettrait d'être en accord avec le RGPD. Certaines grandes entreprises y ont accès pour l'instant. La question qui se pose pour vérifier réellement si la conformité est assurée de ChatGPT, il faut se poser deux questions. D'abord, savoir est-ce que les serveurs sur lesquels va tourner l'intelligence artificielle, comme on venait de le dire Benoît, et sur lequel elle va venir puiser les données, tournent en vase clos. Si ça tourne en vase clos, c'est-à-dire que les informations qui sont prises sont uniquement dans le périmètre de la société et les informations qui sont injectées vont uniquement être destinées et limitées au périmètre de la société, on peut considérer, la ChatGPT va donc peut-être mettre que son algorithme en lui-même, mais il ne va pas puiser les informations à l'extérieur. On peut donc considérer que dans ce cas de figure, on est conforme au RGPD, étant donné que les informations qui entrent et celles qui sortent, qui sont puisées, ne sortent pas du périmètre de l'entreprise. Du moment, donc si GPT Enterprise, c'est ce qu'il propose, on pourra effectivement envisager une conformité. Si en revanche, il y a c'est pas vraiment une fuite, mais s'il y a une ouverture qui fait que les données ensuite peuvent être, il y a une communication entre les données qui sont publiquement accessibles, parce que ChatGPT se base vraiment sur tout l'Internet existant, l'Internet public, et va venir utiliser ces informations pour donner un résultat. Si en fait, et c'est ça la problématique actuelle qu'on a avec ChatGPT, même en version payante, c'est que si ces informations-là sont réutilisées, même celles que l'utilisateur va injecter, vont ensuite repartir dans la base de données globale de ChatGPT, on n'assure ni un secret des affaires si vous êtes soumis au secret, si vous avez de telles informations à divulguer à travers ChatGPT, ni une protection des données de manière efficace. Je suis sûre que Benoît, Oui, sur la version entreprise, parce qu'on a questionné OpenAI sur ce sujet-là, aujourd'hui, on a la même problématique sur ChatGPT, sur GPT-4, avec cette payant, donc avec cette question de l'information qui sort. Après, il y a d'autres alternatives pour avoir des modèles internes sans avoir, mais on n'utilisera pas ChatGPT version entreprise. Les éléments qu'on a pu aussi obtenir sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des conditions à partir de 250 licences minimum et avec des moteurs qui tournent toujours sur leur serveur américain.
Prochaine section, les risques liés à l'intelligence artificielle. Alors, à quel point pouvons-nous faire confiance aux outils utilisant de l'intelligence artificielle, notamment dans la qualité des réponses fournies? Alors, ouais, sur ce point-là, c'est sûr que c'est le point sensible de l'intelligence artificielle, au-delà de la confidentialité des informations, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Les hallucinations, donc c'est la création d'informations fausses. J'allais dire, ça va plus loin que juste exprimer des informations erronées. Il va jusqu'à créer des fausses sources d'informations. Donc, en tout cas, faire référence à des sources qui n'existent pas. Et quand vous le questionnez, il vous dit qu'effectivement, il a fait une erreur, en tout cas qu'il a inventé cette source et que la prochaine fois, il fera autrement. Mais en tout cas, donc il y a une vraie question de vérification et de confiance qu'on peut donner dans les résultats qui sont donnés par l'intelligence artificielle. Alors, il y a quand même un point majeur, c'est que c'est en progression très rapide entre ce que faisait, même ce que fait GPT 3.5 et GPT 4, il y a une évolution forte. En tout cas, ça, c'est un sujet sur lequel il travaille beaucoup, et la vérification et donc le rôle de l'humain dans l'utilisation de l'intelligence artificielle est essentiel sur ces parties de contrôle de la qualité des réponses obtenues. Sans parler juste de l'exemple de ChatGPT, il y a aussi en fait l'exemple de la qualité de base de données au départ. On le voit notamment dans tout Oui. ce qui est intelligence prédictive avec les faux positifs et les faux négatifs. En fait, la base de données, donc les données qui sont utilisées sur lesquelles va se fonder en fait l'intelligence artificielle, à un moment donné, elle a été saisie par l'homme. Donc, elle est liée aux circonstances de fait dans lequel elle a été collectée. On cite souvent l'exemple en fait de l'intelligence, de la justice prédictive aux États-Unis, pour lequel on a utilisé les bases de données de la police américaine et de la justice américaine qui pendant très longtemps, vu les circonstances, étaient discriminatoires. Du coup, en fait, les décisions de justice, quand elles sont basées, les suggestions qui sont données quand elles sont basées sur l'intelligence artificielles ont pour résultat d'être encore plus discriminatrices, étant donné qu'elles se basent à la base donc sur la donnée brute, en fait, la donnée brute est déjà subjective et discriminatoire. Donc forcément, le résultat, il sera faux ou pas éthique. Et donc ça aussi, c'est une problématique de l'intelligence artificielle et qui fait qu'aujourd'hui, notamment dans le secteur médical, où ils utilisent beaucoup la technologie de l'intelligence artificielle prédictive, jamais un médecin va utiliser uniquement de manière de but en blanc une réponse de l'intelligence artificielle qu'il va utiliser sans derrière venir vérifier et contrôler le résultat pour voir si effectivement la réponse donnée est cohérente ou pas avec sa propre appréciation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très rare, et même dans le secteur juridique, c'est très rare. En fait, l'intelligence artificielle va être un outil, mais la confiance absolue ou la confiance prépondérante de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, pour ceux qui les utilisent, n'existe pas du fait de tous ces faux qui remettent en cause la validité de leur réponse. Et c'est enrichi parce que structurellement, l'intelligence artificielle est faite pour apporter une réponse. Donc forcément, quand le niveau de fiabilité derrière de ces algorithmes n'est pas au rendez-vous, elle va quand même apporter une réponse. Et on n'aura pas forcément le niveau de confiance qu'elle apporte dans le rendu qu'elle nous donne. Et question 6. Qui est responsable en cas de préjudice causé par une décision ou une action automatisée de l'intelligence artificielle? Alors ça, eh bien, pour vous dire encore Joker, parce que ça a été encore publié la semaine, il y a 10 jours à peu près, notamment au niveau de l'Union européenne. On travaille encore sur ces sujets. Donc, ils ont relancé le projet depuis 2021 et ils travaillent sur le projet de responsabilité, notamment des produits défectueux de l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, le projet est au stade de projet parce que les questions sont tellement importantes et tellement complexes et liées surtout à l'éthique et
au point de vue sociétal en fait de chacune des sociétés et des pays membres, que pour l'instant on n'a pas encore totalement défini quand il s'agit notamment de responsabilité civile, enfin de manière claire dans le droit, qui est responsable, par exemple, pour un produit défectueux. En revanche, on commence déjà à se poser des questions dans les faits parce que des premiers cas d'intelligence artificielle existent. Donc, quand on parle de préjudice, par exemple, sur les droits d'auteur, savoir, mais ça, on en parlera un peu plus tard, savoir est-ce que c'est l'IA qui est responsable, est-ce que c'est le créateur qui est responsable ou celui qui a envoyé la requête qui est responsable dans des violations de propriété intellectuelle. Ça, ce sont des questions qui se posent déjà, mais plutôt dans les faits. Il va nous rester une demi-heure. Question 7. Existe-t-il un équivalent du fair use américain dans le droit français? Alors, c'est justement l'objet en fait de tout le pack de réglementations qui seront applicables. Donc, le terme fair use n'existe pas en droit français. En revanche, d'ailleurs, en France, on ne se base pas sur la jurisprudence pour établir le droit, mais c'est plutôt dans le sens inverse, contrairement au droit anglo-saxon. Du coup, oui, on va plutôt prendre les packs de réglementation qui sont applicables pour pouvoir définir si on est dans un cas d'usage qui est conforme au droit et qui fait exception à un droit de propriété intellectuelle, ou bien si on est justement en violation et dans une situation de contrefaçon. Question 8. Les créations générées par l'IA sont-elles libres de droit? Dans la négative, qui détient ces droits? Alors là, j'ai eu justement l'opportunité très intéressante de pouvoir discuter avec des créateurs d'IA français au CES de Las Vegas qui ont travaillé en fait sur des projets de designers d'une marque de mode française, de créatrices de mode très connues, qui ont, à partir en collaboration justement avec cette marque, développé une technologie d'IA qui a reproduit, qui a recréé, en s'inspirant des designs et des modèles en fait de cette marque, des produits qui ont été ensuite commercialisés. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en principe, dans ce cas de figure, on a donc, dans ce cas d'espèce en particulier, on a considéré que, ou eux, ils considèrent que non, l'IA qui a été créée n'est pas libre de droit parce qu'elle s'est basée sur une propriété intellectuelle existante et sur des droits d'auteur qui étaient préexistants, ceux du designer et de cette marque créatrice de marque. Donc c'est pour vous montrer, ça a été généré par une intelligence artificielle, mais là, en fait, l'intelligence artificielle, comme le crayon ou le pinceau, est l'outil, mais n'est pas celui qui crée. Donc, il faudra faire exactement le même parallèle, je pense, que vérifier en fait si l'IA a été utilisée en tant qu'outil. Et derrière, c'est le créateur, donc celui qui a ingéré les informations et la base de données au préalable qui est privée, qui est susceptible d'être protégée par des droits, qui a été utilisée. Et donc, du coup, l'IA qui va générer l'image, la création, n'est pas libre de droit. En revanche, si on demande, il y a d'autres IA qui sont spécialisées dans la création d'images ou de films et qu'on lui demande de créer sans, par exemple, dire basé sur les œuvres du réalisateur un tel ou de maître peintre un tel, et qu'on demande en fait une création qui est vraiment sortie sans aucune référence particulière qui permet de reconnaître peut-être des marques. On peut considérer dans ces cas-là que l'IA, la création générée, est libre de droit. Mais je mets encore des points d'interrogation parce que la jurisprudence est assez rare sur le sujet et je pense qu'elle sera fluctuante dans les années à venir. Je pensais notamment des travaux sur lesquels l'IA Act est en train de travailler. Donc, on va avoir plus de précisions à court terme sur exactement la création et la protection des droits d'auteur dans le cadre de la génération de création via l'IA. Prochaine question.
générer avec l'IA un visuel à la façon de tel ou tel artiste sans lui devoir de droit d'auteur? C'est un peu la même question à laquelle tu as répondu, Tiffany. Voilà. L'IA est notre deuxième révolution numérique. Elle dépend à 100% d'Internet, ce qui est un risque de dépendance. Quelles sont nos alternatives en cas de cyberattaque? N'est-ce pas risqué de n'avoir qu'une source pour pouvoir travailler? Comment protéger nos organisations? Peut-être sur cette question, en fait, on soulève quand même deux points, c'est-à-dire deux éléments. C'est-à-dire que si on a une IA effectivement qui va chercher de l'information, enfin en tout cas si on a une requête sur un serveur qui détient une IA en externe de sa société, là effectivement on est soumis à des contraintes de protection contre les cyberattaques. Et on est dans des cas classiques de protection avec des VPN, avec des protections en fait, qui permettent de sécuriser le lien entre sa propre société et l'endroit, enfin le serveur sur lequel est positionné l'IA. Après, on a d'autres sujets qui peuvent être un peu d'un second niveau, qui serait est-ce que l'IA va générer peut-être des bugs ou va générer, si on lui demande de coder, par exemple, et qu'on utilise le code généré par l'IA, est-ce que c'est à risque? A priori, oui, c'est à risque. Il y a une vraie question de contrôle des codes qui sont générés par les IA pour éviter que les équipes informatiques implémentent des codes sans avoir qu'ils ne soient pas vérifiés et que ce soit juste l'IA qui les généré. Donc là, on a un sujet aussi. A contrario, on n'a pas forcément de sujet si on est sur un modèle que l'on entraîne en interne sur ses propres données, qui sont sur des serveurs sécurisés internes et pour lesquels il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Là, a priori, on est quand même dans un niveau de sécurité assez élevé et on peut continuer à travailler, améliorer son propre modèle sur ces données, quitte à ajouter en permanence des données, et faire évoluer son modèle dans le même temps, mais on n'est pas soumis à des risques. Pour enrichir sur ce sujet, je voulais juste rappeler qu'il existe des réglementations qui aujourd'hui vont s'ouvrir dédiées sur la protection des données et la sécurité des systèmes d'information, qui est la directive NIS 2. Et dans de nombreux cas, elle va devenir applicable, et notamment tous les dispositifs d'intelligence artificielle risquent dans de nombreux cas d'être mis en place, et avec tout un dispositif de contrôle assez strict sur la manière de sécuriser son système d'information, notamment sur celui où l'IA va tourner, et aussi un moyen de sanction mis en place, aussi élevé que celui dans la protection des données, donc à hauteur de 2% du chiffre d'affaires mondial de la structure concernée, qui a donc pour vocation d'obliger les structures à monter en fait en compétences et à assurer un niveau de sécurité élevé de leur système d'information. Donc ça aussi, ça fait partie des packs de réglementation qui seront applicables à l'intelligence artificielle, et NIS 2 va être d'une application assez large. Okay. Question suivante. Pensez-vous que l'IA mette en danger l'activité de conseil des services juridiques? Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai fait un essai encore ce matin sur OpenAI. Je voulais vérifier s'il était en capacité. J'ai demandé même tout simplement qu'il me donne l'article le contenu d'un article du Code de procédure civile. Et bien, comme l'a dit Benoît, il m'a inventé la réponse. Donc, du coup, la recherche sur un moteur de recherche classique était beaucoup plus efficace, parce que là, on m'a renvoyé vers le bon hyperlien. Donc, je pense que là, dans l'immédiat,
comme c'est le cas pour les médecins, l'IA n'est pas assez mature pour mettre en danger l'activité des conseils de services juridiques parce que il faut, eh bien pour ce faire, il faut que déjà l'IA, notamment générative, comme c'est le cas de ChatGPT, soit en capacité de pouvoir donner une réponse juste, donc soit en capacité de l'analyser, de la contrôler, et celui qui envoie la réponse doit être en capacité de savoir exactement ce qu'il cherche pour pouvoir contrôler que la réponse qu'il obtient est vraiment juste. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point de contrôle, je pense que l'IA, aujourd'hui, n'est pas un danger pour une activité de conseil des services juridiques. Okay. Question suivante. L'IA et l'organisation des entreprises. Quel est l'impact de l'IA sur nos organisations et quels sont les services concernés au sein de nos entreprises par l'IA? Ça, c'est assez vaste comme question. Ouais, puis je peux peut-être. Alors, je suis désolé, j'ai eu un crash informatique entre-temps. Peut-être passer à la question 13. Il y a une question. Les coûts pour les entreprises pour mettre en place ces protections ou logiciels compétents vont donc être de plus en plus lourds. Combien cela représente-t-il en moyenne ou à peu près? Alors, ils vont être plus lourds, oui et non. C'est-à-dire que dans le secteur, on dit que le plus gros problème se trouve entre le clavier et la chaise, à 80 cm de distance. C'est surtout un travail de sensibilisation des êtres humains. Donc, c'est vrai qu'il y a des mesures et des outils de protection à mettre en place, mais la plus forte protection, c'est vous-même. C'est d'être sensibilisé, en fait, aux risques et savoir aussi comment déjouer et répondre à ce risque de cyberattaque. C'est notamment veiller dans ses mails à être suspicieux quand on voit un mail qui n'est pas cohérent avec ce qu'on a l'habitude de traiter ou qui vient d'une structure un peu mal écrite, mal faite, même quand c'est très bien fait. Si vous avez par exemple un message en ce moment, la cyberattaque de numéros de sécurité sociale. Si vous recevez des mails qui vous demandent de l'argent pour payer vos actes médicaux, posez-vous les questions parce qu'en général, c'est pas comme de ce biais-là que la sécurité sociale va venir vous toucher. Donc voilà, c'est beaucoup de questions de bon sens et celles-ci, elles sont gratuites. C'est beaucoup de prise de conscience aussi, ça ne coûte rien aux entreprises. Et après, effectivement, des dispositifs, mais vraiment, c'est à la portée de toutes les bourses. Donc, c'est vrai que plus la structure va avoir des importances stratégiques, mais a priori, elle en aura les moyens, plus l'investissement sera élevé. Mais déjà, ne serait-ce que même un freelance peut mettre en place des dispositifs efficaces de protection contre les cyberattaques. Ok. Benoît, donc on était sur la question 12. Je pense que ça peut concerner davantage. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, l'impact de l'IA sur nos organisations. Là, le sujet, c'est que en fait, toutes les dimensions de l'organisation est impactée, que ce soit en RH, où on va changer de process, ou en tout cas peut-être avoir simplifier de la rédaction de postes, améliorer des communications. On va être sur les questions de finances avec des lectures automatiques de bilan, par exemple, des éléments qui permettront de gagner beaucoup de temps. Même sur la partie informatique, beaucoup de développement est simplifié en utilisant l'IA qui va générer des lignes de code sur de simples requêtes. Donc, on est sur une grande partie des organisations impactées, avec des impacts qui sont de l'ordre de l'amélioration ou de l'amélioration de la performance des process, et en particulier sur les tâches répétitives, mais pas que. Et donc, il y a un vrai sujet sur tous les services de l'entreprise et même la direction générale. Je reviendrai sur ce point après, mais il y a aussi la question d'avoir des IA qui pilotent ou copilotent des entreprises. Il va nous rester un quart d'heure. Question 13. Est-ce que l'intelligence artificielle est un outil facultatif ou nécessaire pour les entreprises? Alors, je vais prendre cette question aussi. Je dirais qu'en tout cas, il est nécessaire de se poser la question de mesurer les impacts possibles
d'une intelligence artificielle ou enfin des intelligences artificielles dans son organisation, ce serait très surprenant qu'il n'y en ait pas, même dans des structures qui historiquement sont peu liées à l'informatique. On a quand même toutefois un vrai sujet, c'est que s'il y a des actions qui sont engagées autour de l'intelligence artificielle, euh, en tout cas, il faut avoir une bonne maîtrise de ce que des limitations et des opportunités qui sont offertes par ces intelligences artificielles. Donc, oui, c'est nécessaire, mais attention à faire la bonne analyse avec la bonne connaissance de ce que peut produire réellement l'intelligence artificielle. Et en particulier, toutes les limitations dont on a parlé avant, que ce soit de la propriété, que ce soit la confiance dans les résultats, enfin tous ces éléments-là qu'il faut intégrer dans les transformations éventuelles qui sont liées à l'IA dans son organisation. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui est dans la mise en place d'un projet d'intelligence artificielle, pour que véritablement il soit une réussite, le facteur humain est justement le facteur humain est le plus important. Parce qu'une intelligence artificielle, on l'a vu un petit peu avec l'effet de mode du métaverse, quand on a commencé à vouloir les entreprises le prendre. Mettre en place une intelligence artificielle qu'ensuite les personnes qui sont confrontées à elle pour l'utiliser ne savent pas le faire parce qu'elles ne sont pas suffisamment formées au numérique ou à l'utilisation de cette intelligence artificielle fera que ça aura un effet cosmétique, et donc justement toute la différence de compétitivité et tout l'avantage, enfin l'atout compétitif que peut apporter l'intelligence artificielle ne servira à rien étant donné qu'on ne pourra pas l'utiliser. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a pu aujourd'hui, c'est ce qu'on constate assez souvent en fait dans le développement de nouvelles technologies et de technologies du numérique, c'est qu'il y a parfois un décalage entre la volonté d'utiliser cette nouvelle technologie pour une différenciation concurrentielle et ensuite la mise en œuvre réelle où on ne dispose pas de la ressource humaine pour pouvoir les utiliser de manière efficace, par manque de formation ou parfois juste même par manque de recrutement, parce que en fait, ces personnes-là, comme par exemple des data analystes dans l'intelligence artificielle, je vois ça dans le secteur bancaire qui l'utilise beaucoup, notamment au regard de la protection des données, il faut véritablement des compétences comme des data analystes qui sont en capacité de pouvoir venir trier et analyser et créer de nouveaux modèles d'algorithmes pour rendre l'intelligence artificielle efficace ou l'adapter à de nouvelles problématiques de protection des données. Ouais, dans le même esprit, moi j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent: «Ouais, en fait, ça marche pas, j'ai essayé, j'ai fait des choses, en fait, les résultats sont pas bons». Mais la vraie question, comme tout outil, c'est de savoir s'en servir. Et donc, il y a forcément une phase d'apprentissage pour l'humain, de savoir se servir de manière optimale d'un outil. Et cette phase d'apprentissage, elle passe par soit du conseil externe, soit de la formation. En tout cas, il y a un vrai sujet d'accompagnement des personnes qui veulent passer et se transformer en utilisant l'intelligence artificielle pour l'utiliser de manière efficiente et ce pourquoi elle peut être faite. Ça reprend un petit peu cette question, ce que vous venez de dire. Pensez-vous que les entreprises réussiront à adapter suffisamment les compétences de leurs salariés à l'utilisation de ces outils? Donc, on a parlé de formation. Nous savons que certains postes seront amenés à être supprimés. Pensez-vous que nous réussirons à réintégrer la totalité de ces salariés? Ça fait un peu peur, mais Peut-être là, je peux continuer sur ce point-là parce que la question en fait qu'il y a derrière, c'est donc ça peut être aussi considéré comme une opportunité pour re-questionner la création de valeur dans son entreprise, et à quel endroit on va utiliser toute l'intelligence humaine pour le coup, pour générer un maximum de valeur et laisser des intelligences artificielles travailler sur des tâches qui créent moins de valeur. Alors, ce qu'on peut avoir derrière, c'est un vrai questionnement de capacité des personnes à évoluer vers des nouvelles activités en interne. Donc là, c'est la résilience des organisations et des personnes au changement, enfin la résistance pardon, au changement. Mais finalement, la question, elle risque d'être imposée, c'est-à-dire qu'il va falloir que ces personnes changent parce que finalement, une partie de leurs activités vont être
réalisées par une intelligence artificielle de manière beaucoup plus efficace qu'elle. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles, parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur le contrôle de ce que va faire l'intelligence, il y a toujours forcément du travail, mais on va réduire quand même significativement le volume de temps nécessaire pour contrôler par rapport à l'action de faire. Et le point qui suit, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, juste avant, où est-ce qu'on va utiliser cette intelligence humaine, à quel endroit on va pouvoir consacrer ce temps pour créer à nouveau plus de valeur. Et c'est là où il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, il y a de la réflexion sur quels sont les process internes, comment on les redécompose, qu'est-ce qui reste à l'IA, qu'est-ce qui peut être encore enrichi par l'intelligence humaine. Donc c'est une vraie opportunité pour re-questionner sa dynamique d'entreprise et la création de valeur. Si je peux ajouter pour un ressenti plus personnel, l'IA, on sait qu'elle est très efficace sur des tâches qui sont répétitives, parce que c'est là sur la répétitivité qu'elle a une efficacité. Donc les postes qui vont évoluer, moi je ne pense pas qu'on va arriver à une suppression de postes, mais plutôt à une évolution des postes. C'est justement, mais peut-être à des suppressions de tâches, c'est justement les tâches qui en général, les salariés se sentent les plus frustrés ou embêtés à les faire parce qu'on ne leur demande pas, ça va être une tâche très répétitive et on ne leur demande pas en fait d'apporter leur part de créativité ou de personnalité, justement leur part d'intelligence dans ce travail-là. C'est justement ces tâches-là qu'on vise en premier, d'être supportées par l'intelligence artificielle pour permettre en fait un développement plus humain et plus personnel en fait de ces salariés pour qu'en fait leur valeur soit utilisée à bon escient dans le bien de la structure. Hein. Et ça ne concerne pas uniquement les entreprises. Dans le secteur public, notamment dans les collectivités, on utilise beaucoup ces technologies-là pour réemployer en fait les agents, à avoir plus de relations humaines avec les usagers ou apporter cette personnalité, cette valorisation de ses idées, alors qu'avant, il était sous une montagne de saisie et d'informations chronophages. Moi, je vois ça plus comme une libération du salarié que pour la suppression de son poste et de ses tâches. On peut avoir un parallèle avec la partie robotisation des unités de production, où il y a eu une grosse crainte de baisse de l'emploi et finalement des salariés pour lesquels il y a une réduction des TMS parce qu'il y avait moins de tâches nécessitant des ports de charge lourds ou avec des répétitions importantes. Donc là, on touche un peu moins le monde de la production, mais on touche même plus d'éléments dans l'organisation de l'entreprise. Et surtout, on touche les tâches plus intellectuelles, mais toutes les tâches intellectuelles. Et c'est vrai que dans les tâches intellectuelles, il y a aussi des tâches très rébarbatives et répétitives qui seront sûrement appréciablement, si je puis dire, supprimées dans les actions des salariés des entreprises. Ok, tout à l'heure, on parlait de pilotage et d'intelligence artificielle dans l'entreprise. Question 15, comment l'intelligence artificielle intervient-elle justement dans la gestion d'une entreprise? Alors, on peut lire cette question de plusieurs manières, mais il y avait quand même une petite anecdote, et c'est peut-être pas tant que ça une anecdote, c'est la société NetDragon, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, qui eh bien, a un nouveau président, enfin une nouvelle présidente. C'est une intelligence artificielle qui était historiquement son numéro 2. C'est quand même plus de 1000 salariés, hein, et donc c'est une entreprise qui est chinoise spécialisée dans les jeux vidéo, qui est pilotée par un CEO qui est une intelligence artificielle. Alors, ça peut paraître un peu anecdotique. En même temps, voilà, ça a été décidé. Alors, le pouvoir reste chez l'humain, puisqu'il est capable de la débrancher, si je puis dire. Mais il y a quand même une question de comment on gère son entreprise et comment on fait évoluer la gestion de son entreprise avec l'IA. Autre axe qui est intéressant, c'est d'avoir
un peu cet alter ego, enfin, c'est pas alter ego, mais ce compagnon qu'on peut interroger en permanence sur énormément de questions, qui peut accompagner la prise de décision du chef d'entreprise dans différentes tâches et qui peut lui faire gagner énormément de temps dans la gestion de son entreprise. Et question 16. Comment peut-on appliquer l'IA dans le domaine juridique? Quels outils pourraient être mis en œuvre? Alors, vous avez déjà, donc ceux qui sont membres ont entendu de la justice prédictive, en fait, des outils qui existent déjà pour donner des statistiques sur une décision ou des évaluations de dommages-intérêts. Mais il existe d'autres usages, en fait, qu'on peut trouver dans le domaine juridique qui vont plus être dans le conseil. C'est notamment celles qui vont aider à préétablir des rapports ou aider à synthétiser quand on a une grosse somme de documents à rechercher et aider à trouver les informations plus facilement. Donc, il y en a certaines qui existent déjà dans les bases juridiques spécialisées, mais il existe aussi, en fait, nous, quand on est juriste ou dans le domaine juridique, on crée assez rapidement sa propre base qui devient assez volumineuse, et aujourd'hui, des IA existent pour vous aider, en fait, à pouvoir fouiller dans votre propre base, donc celle qu'on ne va pas retrouver en dehors de la jurisprudence. Vous parlez d'autres exemples. Donc, il existe énormément d'applications d'IA dans le domaine juridique. Comme je vous l'ai dit, je déconseille en fait de détourner en fait l'usage d'IA générative pour vous accompagner dans une argumentation et pour argumenter à la place, mais plutôt comme un outil pour vous aider notamment à constituer vos dossiers, votre dossier de preuve, à faciliter le pilotage de votre contract management. Pour cela, c'est très efficace, à pré-rédiger ou vous donner des synthèses en fait de documents quand vous avez une grosse somme de documentation à lire. Ça vous permet ensuite de pouvoir naviguer plus facilement dans cette somme de documentation que vous avez à analyser. Et pourquoi pas, ça sera donc des outils de prise de décision qui vous faciliteront ensuite la rédaction de vos actes, quels qu'ils soient. Ok. Avant-dernière question, il nous reste 4 minutes. Même pas, c'est la dernière. Quels sont les inconvénients et avantages de l'utilisation de l'IA dans le management des associations et entreprises de l'ESS, le PME? C'est spécifique cette question. Oui, je peux. J'ai pas de spécificité sur la question je pense que c'est de manière plus générale les inconvénients qui peuvent être remontés. Il y a les inconvénients techniques dont on parlait tout à l'heure, à savoir la confiance dans les résultats, la confidentialité des informations et des sources de données. Si on élargit à des entreprises plus, j'allais dire, responsables, en tout cas très, très impliquées dans la question de la responsabilité sociale et environnementale, on peut aussi se questionner sur la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle. Alors, il n'est pas simple d'avoir des informations sur le coût énergétique et l'impact CO2 d'une requête, mais comme vous l'avez compris, l'IA se construit par de l'apprentissage sur des millions de données et des requêtes très nombreuses qui, elles-mêmes, lors de sa construction, ont nécessité, j'allais dire, un coût énergétique important. Et ensuite, à chaque demande, il y a à nouveau un calcul intense qui est mis en œuvre, qui lui-même a un impact énergétique. Donc, il y a le seul chiffre, un des rares chiffres que j'ai pu trouver, c'était 1,5 g de CO2 de CO2 émis pour chaque requête, ce qui est finalement non négligeable quand même. Mais voilà, en prenant ce chiffre avec beaucoup de précautions parce qu'il n'est pas vérifié. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une consommation énergétique qui est réelle et qui, compte tenu des serveurs et des capacités des serveurs qu'il y a derrière, on n'a aucun doute sur le fait qu'il y ait cette consommation énergétique soit très importante. Autre chose, aspect qui est très important dans les entreprises de l'ESS,
c'est l'aspect humain. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui se développe dans le secteur des ressources humaines et qui va travailler et faciliter en fait la présélection, donc la présélection de candidats sur un poste. Du coup, la question, c'est la question de la décision, parce qu'à un moment donné, pour cette présélection, notamment quand il s'agit de candidatures où il y a une grosse masse, en fait, une offre de poste où il y a une grosse masse de candidatures, c'est à un moment donné, oui, effectivement, on va laisser un peu l'intelligence artificielle présélectionner de manière grossière les candidatures pour que l'humain ensuite puisse se focaliser sur celles qui sont présentées comme les plus pertinentes correspondant au profil. Donc, la question de savoir, c'est ensuite comment on va venir paramétrer l'intelligence artificielle. En ayant parlé avec un développeur justement d'intelligence artificielle dans le secteur des ressources humaines, parfois ils étaient à des résultats qui étaient très intéressants parce que des profils étaient proposés qu'ils auraient certainement laissé passer si on n'avait pas utilisé l'intelligence artificielle et qui était potentiellement intéressant. Et d'autres choses, c'est on en arrive encore sur la question de la discrimination que pourrait faire l'intelligence artificielle à partir des bases de données et des informations qu'on a fournies. Est-ce que finalement cette présélection ne condamne pas déjà par avance certains profils de personnes qui ne sont pas recherchées pour la structure mais qui auraient pu tout à fait répondre à ce poste? Donc la question sur l'ESS et l'IA se pose aussi là-dessus. Très bien. Eh bien, merci à vous. Il est 12h30, on a tenu les délais. Merci à tous pour être restés jusque-là et avoir participé à ce direct. Nous vous enverrons dans la journée un mail de remerciement avec le replay. Et puis, rendez-vous pour un prochain direct du droit. Normalement, un en avril au niveau RH et l'autre en juin sur le contrôle fiscal. Voilà, merci à tous. Bon appétit et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.